il y a deux types de psychologie. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grands courants que moi j'aime bien et qui s'opposent un peu. C'est la psychologie freudienne et la psychologie adlérienne. On parle beaucoup moins d'Adler. La psychologie freudienne, bah, oui, tout le monde en a entendu parler. Et quelque part, elle se base sur les traumatismes. Et elle dit ce que vous êtes est la conclusion de tout ce que vous avez vécu auparavant. Et Adler est un peu plus réservé. Et il dit en fait, ce que vous êtes aujourd'hui est lié à vos expériences passées, mais parce qu'en fait, vous prenez l'excuse de vos expériences passées pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et je trouve qu'on est plus proche de la réalité. Tout le monde n'a pas vécu des traumas dans son enfance ou autre. Et si en effet on est traumatisé, Freud a certainement raison. Mais quand on n'est pas traumatisé, on est plus proche d'Adler, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de prendre une excuse. Il y a des gens qui vont perdre leurs parents. Tout le monde va perdre ses parents. Enfin, dans le sens logique des choses, normalement, à un moment, on se retrouve à perdre ses parents. Et il y a des gens qui vont en faire quelque chose qui va les faire grandir. Je crois sincèrement qu'on est enfant tant que nos parents sont là. Il y a une part de nous qui fait qu'on n'est pas totalement adulte tant que nos parents sont là. Mes parents sont toujours là, je ne suis pas en train de souhaiter leur mort, au contraire, mais on sera toujours leurs enfants. Et bah oui. Et un jour, ils disparaissent, et un jour, tu prends un coup de pied aux fesses, tu dis, mais j'ai plus de filet de secours, enfin, c'est à moi d'y être. Et là, je pense que tu deviens définitivement complètement adulte. Et tu en as d'autres qui ne passent pas ce cap, qui resteront enfants quand même, qui vont s'en plaindre, et qui vont te dire, mais tu sais, depuis que ma mère est disparue, je suis plus la même personne, j'arrive pas à m'en remettre. Bah, c'est pas un traumatisme, c'est quelque chose de normal et naturel. Le traumatisme, c'est quand tu perds un enfant. Mais quand tu perds tes parents, c'est la nature, c'est logique. Et donc, qu'est-ce que tu décides de faire de ça? Est-ce que tu décides d'en faire une excuse pour ce que tu es, ou est-ce que tu décides de te construire par rapport à ça? Et ça, en ça, Adler, je trouvais un peu plus intéressant. Et je prends les exemples extrêmes parce que je trouve souvent les exemples extrêmes intéressants pour le schéma que ça représente. J'ai dit, je m'intéressais beaucoup aux jaloux maladifs, aux complotistes. C'est des extrêmes. Mais les extrêmes permettent de schématiser des choses, de les comprendre, et ensuite d'aller rechercher les choses un peu plus fines. Donc pensez plutôt à Adler, et vous allez avoir beaucoup de situations où vous avez des gens, et c'est quand même le cas de beaucoup de nos situations, de nos collaborateurs. On n'a pas tous des collaborateurs qui ont vécu des choses, encore une fois, traumatisantes, pour garder le terme traumatisante. Mais on a beaucoup de gens autour de nous qui font des montagnes de, je ne vais pas dire pas grand-chose, parce que pour eux, c'est important. Mais c'est là où je refais le lien, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas énorme, mais il faut bien comprendre que pour l'autre, c'est perçu comme quelque chose d'énorme. Et si tu le traites un peu à la légère, j'ai cette anecdote qui date, mais en parlant de ça, c'était un chef d'entreprise qui me dit, un jour, je viens et mon assistante, ma assistante de direction est en pleurs. Et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, non, c'est rien, c'est pas, excusez-moi, ça va passer. Je dis, ok. Il fait ce qu'il a à faire, il fait une pause vers 9h30, 10h, il ressort de son bureau, elle est toujours en pleurs, il dit, mais tout va bien? Oui, oui, c'est perso, vous en faites pas, ça va aller. À midi, il ressort de son bureau pour aller manger, elle est toujours en pleurs, il dit, ouais, stop, ça suffit, vous venez dans mon bureau, vous me dites ce qui se passe. Et elle dit, bah en fait, mon chien est mort. Oh bah ça va, j'ai cru que c'était quelque chose de grave. Très très maladroit, très très maladroit. Mais c'est la même chose. Enfin, cet exemple, il est anecdotique, mais on en a d'autres des comme ça. Tu as un collaborateur qui rentre et qui dit non, mais aujourd'hui, je suis pas en forme, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi, machin, et il t'explique que sa voisine est venue pleurer chez lui jusqu'à 2h du matin. Et tu as envie de dire, attends, la réunion de ce matin, faut la faire, quoi. C'est pas une excuse. Mais de son point de vue, c'est valable. Rappelez-vous, hein, tous les gens font de leur mieux. Tous les gens font de leur mieux. Ça, c'est vraiment le truc que vous devez garder en tête. Et que, puisqu'ils font de leur mieux, pourquoi ils font ce qu'ils font? Et comment je vais aller chercher, creuser, comprendre son point de vue, pas pour l'accepter, pas pour l'adopter, mais pour justement pouvoir m'adapter à lui. Et là, tu reprends la pyramide et tu t'aperçois que ça soit un truc extrême ou que ça soit quelque chose de lambda, bah, tu vas avoir des choses qui peuvent être franchement similaires. Mais je crois que si je viens sur des choses trop légères, ce qui arrive souvent, c'est que les gens me disent, non mais attends, tu peux pas, mon voisin qui a une voisine qui lui pose problème, c'est pas une vraie cause de problème au quotidien qui va justifier qu'il n'arrive pas à bosser. Ben, peut-être si. En fait, si. Vous travaillez avec un collaborateur. Vous travaillez avec ce collaborateur, vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans avec. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais peut-être ça se passe bien parce que depuis 3 ans, vous faites ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et ça se passe vraiment bien. Et quand vous allez le confier à quelqu'un d'autre, vous allez dire, ah bah, tu vois, c'est super, c'est un super collaborateur. Et l'autre revient 2 mois après en disant, c'est qui cette tête de con, quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné là? Ben non, mais c'est pas la morale. Je vous dis, il y a autant de management qu'il y a de relations manager-manager.
Les combinaisons sont différentes. Euh, Avec mon associé, on a pris l'habitude d'aller voir séparément les nouveaux clients, parce comment dire, on s'emballe tous les deux sur les nouveaux clients, on voit comment on peut les aider. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que très souvent, très souvent, avec les responsables de sociétés alsaciennes, bah, ils me parlent plus à moi qu'à elles. Donc elles posent des questions, c'est à moi qui réponds. Alors elle, ça la rend folle. De fait, on perd le rendez-vous, enfin c'est tout pourri. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être un homme, d'être une femme, le fait d'avoir 30 ans ou d'en avoir 50, le fait d'arriver dans l'entreprise, d'être là depuis 30 ans, vous recevez 2 millions d'informations à la seconde au niveau du cerveau. Vous recevez 2 millions d'informations à la seconde. Le contact de la chaise avec votre fesse droite. Pas tôt. Avant que je vous en parle, vous étiez assis sur la chaise, mais vous n'étiez pas conscient du contact de la chaise avec votre fesse droite. Là, vous êtes en train de sentir votre fesse et de penser à ça. L'information, elle était déjà là. On traite 7 à 8 informations à la seconde. On en reçoit 2 millions, on en traite de manière consciente 7 à 8 à la seconde. C'est-à-dire que le cerveau choisit qu'est-ce qu'il va mettre dans la partie euh, émergée de l'iceberg ou pas. Le truc que je veux dire, c'est que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Première fois. C'est quelqu'un qui a pris le rendez-vous pour vous. Vous arrivez à l'agence, la personne vient vers vous. Vous allez l'accueillir. Que vous le vouliez ou non, vous allez la scanner de la tête aux pieds, vous allez vous faire une idée sur la personne. La manière dont elle est habillée, dont elle se tient, son regard, son machin. Et vous allez avoir automatiquement un a priori sur la personne. Elle n'a pas encore parlé, vous ne lui avez pas encore serré la main. Un des problèmes, c'est que votre cerveau cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. C'est toute la difficulté de tout ce qu'on raconte là, c'est qu'on a des croyances qui nous rassurent, on en a besoin. Hein. Si vous doutiez de tout, imaginez que vous doutez de tout. C'est-à-dire que le matin, quand vous prenez la voiture, vous allez vérifier le mode d'emploi. Vous allez vérifier l'itinéraire. Si on doutait de tout, on s'en sortirait pas. Donc, on a un excès de confiance pour pouvoir avancer plus vite. Mais ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un et qu'on s'est fait un a priori sur la personne, ça devient une vérité. Et donc, je vais chercher à vérifier la vérité de ma perception. Ah, lui, je le sens pas. Ta relation, elle va être abîmée de cette croyance. Ça marche dans l'autre sens. Hein. Tu crois que il me plaît bien, on m'en a parlé en bien, ou le contact est bien passé par téléphone. Tu rencontres la personne, ça commence bien. La même personne, ce jour-là, était de mauvais poil, et puis tu as mal parlé au téléphone, tu n'as pas aimé le ton de sa voix, la manière dont il a raccroché. Tu as dit au revoir, boum, il avait raccroché avant, il n'a pas dit au revoir, il a zappé. Tu sais pas s'il était en train de faire autre chose, quelqu'un est rentré dans son bureau. Mais toi, tu dis, putain, c'est qui ce mec? Quand il arrive, ton attitude et ton non-verbal parlent pour toi. Parce que ce qui va se passer derrière, c'est que vous avez une connexion directe entre ce que vous pensez et ce que vous allez montrer. La communication non verbale, ça vous parle? Vous avez un petit... On estime que 65% de la communication passe par le non verbal. Limite, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est la manière dont tu le dis. Les politiciens le savent bien et travaillent énormément sur le sujet. C'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. Vous regardez, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais vous regardez les débats politiques. Le débat, c'était le nom de la place en Grèce où on venait présenter ses idées. La place du débat, c'est la place où tu venais présenter tes idées. Tu viens présenter tes idées et les gens qui écoutent repartent avec ou pas. Point. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, un débat, c'est un bras de fer. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on entend le lendemain? Alors, selon vous, qui a gagné le débat? Et quand vous écoutez, quand on vous dit sur quoi tu te bases pour dire qui a gagné, ah ben moi je préfère, t'as vu comment il l'a mouché. Ah ben t'as vu comment il lui a répondu. Ah ben t'as vu, il s'est pas laissé faire. Les idées. Quelle idée il a défendu? Quelle idée t'a plu dans ce qu'il a dit? Ah, j'ai pas vraiment écouté. C'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est la manière dont il l'a dit. 65% de votre communication, de votre aplomb, de votre façon d'être, va passer par votre attitude. Et si votre attitude, elle est plombée de votre croyance, ça va jouer sur votre entretien. Vous faites l'entretien annuel. Vous faites l'entretien annuel, et cet entretien annuel, vous avez un a priori négatif. Au moment où vous passez la porte, ça se voit déjà. Vous avez remonté les manches, vous êtes prêt à attaquer, on va rentrer dans le vif, on va traiter les choses, quoi.
Si c'est un entretien où vous savez que ça va bien se passer parce que vous êtes plutôt content du collaborateur et que vous entendez bien avec lui, c'est la même situation, c'est le même contexte, c'est le même jour, c'est la même durée, c'est le même programme, mais il va déjà pas démarrer de la même manière. Donc oui, il faut être conscient de tout ça, oui, il faut prendre de la hauteur, mais je veux juste souligner à quel point c'est pas évident.